Bonjour à tous les quatre, merci d'être avec nous aujourd'hui pour une table ronde dans le contexte de Talk to Channel sur IT Partners. Une table ronde sur l'intelligence artificielle que nous avons la chance de partager avec 4 spécialistes, avec Charlotte Nizieux de Zoom tout d'abord, qui va se présenter dans quelques instants, avec Jean-François Katz de chez InReach, qui s'occupe d'innovation, qui dirige un laboratoire de recherche dans cette société. Il va nous expliquer un petit peu son rôle exact, avec Olivier Tijoux, qui travaille chez Denodo, qui travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle au niveau des tendances, et avec Anna Noisan, qui travaille également pour proposer des solutions d'intelligence artificielle de façon très concrète, d'ores et déjà chez des clients. Pour entrer dans le vif du sujet directement, Charlotte, est-ce que je peux vous demander de vous présenter, pas réellement de nous présenter Zoom, quoique peut-être nous refaire un panorama de ce que propose la société en termes de solutions? Je crois qu'elles sont nombreuses. Absolument. Je suis donc Charlotte Nizieux, je m'occupe du marketing et je suis porte-parole pour Zoom en France. Et vous faites bien de le dire, Paul, parce que tout le monde connaît Zoom pour la visioconférence. Mais Zoom, c'est bien plus que ça. C'est une plateforme de communication et de collaboration, donc avec des solutions de téléphonie, de webinar, de contact center, et surtout alimentée sur l'ensemble de la plateforme et sur chacune de ces solutions par l'IA. Donc on est au-delà, Zoom finalement est très peu connu. Ce qui sera intéressant aussi dans nos échanges, c'est de garder un petit peu prisme distribution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer à des clients et où est-ce qu'éventuellement on peut faire de la valeur. Parce que les revendeurs, les distributeurs, les intégrateurs, c'est aussi quelque chose qui les intéresse souvent. Effectivement, proposer des services, mais voir comment ils peuvent en tirer un bénéfice, un revenu. Jean-François, est-ce que je peux vous demander de vous présenter? Oui, bonjour, je suis Jean-François Katz, donc directeur de l'innovation chez Enrich, Enrich for Service Provider. Nous développons une plateforme Enrich Up disponible en marque blanche de communication unifiée nous distribuons notre plateforme via des fournisseurs de services, opérateurs, intégrateurs, qui revendent et qui packagent sur la base de notre plateforme des services de téléphonie d'entreprise avec une forte connotation d'intégration vers Zoom pour la vidéoconférence, vers Teams. Nous sommes agnostiques en termes de certains services donc de messagerie instantanée. Et nous sommes très friands d'utiliser des services d'IA au sein de notre plateforme et de notre solution. Vous êtes basé où? Combien de personnes? Alors nous sommes basés à Sophia Antipolis, 80 personnes. Et vous faites partie d'un groupe plus important. Nous faisons partie du groupe Enrich, l'un des leaders européens en matière de communication unifiée, de contact center et de smart contact, qui fait à peu près dans toute l'Europe 1200 personnes. Olivier, que fait Denodo et quel est votre rôle? Oui, bonjour. Alors, je suis Olivier Tijoux, je travaille pour Denodo, que je représente pour une partie de l'Europe, principalement la France et un certain nombre de pays. Et notre mission chez Denodo, c'est de vendre une technologie d'accès à la donnée qui est à la fois motorisée par de l'IA, donc pour accéder plus facilement et de manière plus intelligible pour les gens qui ont besoin de la consommer. Et on permet également de motoriser les initiatives IA en apportant toute la donnée de l'organisation en complément des modèles, on va dire, publics, etc., qui existent. C'est vrai que pour une partie de l'intelligence artificielle, pas pour toute l'intelligence artificielle, mais la donnée est essentielle. C'est une des bases. On considère effectivement qu'il n'y a pas de bonne IA sans bonne data. Donc, nous, notre rôle, c'est de fournir la bonne data. Et pour ce faire, d'ailleurs, on embarque de l'intelligence artificielle pour fournir cette data, mais on permet aussi aux initiatives IA d'utiliser la bonne donnée de l'entreprise. On va revenir un petit peu sur la façon de la travailler, de la préparer, peut-être même de la stocker, parce qu'il faut aussi la stocker et y accéder à cette donnée. Anan, est-ce que je peux vous demander de vous présenter et de nous dire quel est votre rôle chez Artefact? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Hanan. Je suis associé chez Artefact. Donc, Artefact, c'est un cabinet de conseil spécialisé en data et en IA.
On est présent dans l'intégralité des continents, je crois, sauf l'Antarctique peut-être. On est 1500 collaborateurs, on a 10 ans et notre mission principale, c'est d'aider nos clients à tirer parti de leur data pour justement améliorer la productivité, améliorer les processus métiers. Et, et du coup, voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a 10 ans et on travaille avec énormément de clients, plutôt grands groupes, mais aussi avec des plus petites entreprises. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandent vos clients concernant l'intelligence artificielle? Ils viennent vous voir avec quel type de problématique? Alors c'est très très varié. On n'est pas focalisé sur une seule industrie, on travaille sur toutes les industries, sur toutes les fonctions de l'entreprise. Donc principalement en général, c'est j'ai un problème, une problématique métier. Je vais donner un exemple, parce qu'il y a quelques acteurs, je vois, de la téléphonie et du call center. Donc ça peut être par exemple, voilà, aujourd'hui j'aimerais optimiser la manière dont les clients interagissent avec ma marque, comment je peux optimiser, refondre le processus de mon call center pour que les clients puissent accéder à des solutions de self-care qui sont efficientes, comment je peux aussi par exemple aider mes conseillers au téléphone à mieux répondre aux questions du client grâce à l'IA, comment je peux analyser post-interaction client les différentes demandes pour améliorer le processus, on va dire sur le long terme. Voilà, c'est des questions comme ça. Là, j'ai pris l'exemple du call center, mais c'est variable sur tous les processus de l'entreprise. Et l'idée, c'est vraiment de se dire comment intégrer l'IA en profondeur dans le processus pour le redéfinir et l'optimiser. Ce que j'entends avant toute chose, c'est qu'un projet d'intelligence artificielle, c'est avant tout un projet. Et comme dans tous les projets, il faut définir un petit peu les objectifs, les moyens, ce qu'on a. Enfin, c'est un projet un peu classique Tout à dans fait. lequel on va avoir des outils nouveaux. Exactement. Des outils nouveaux et puis des enjeux nouveaux aussi. Et derrière, potentiellement, le fait, on va en parler je pense aujourd'hui, mais le fait d'intégrer l'IA, ça pose aussi des questions sur, une fois que l'IA est intégrée, comment on la maintient, comment on la fait évoluer, comment on l'aide aussi à mieux s'intégrer au fil du temps de l'entreprise. Parce que le but, c'est qu'avec avec le temps aussi, elle s'améliore et elle devient plus efficace. Jean-François, l'intelligence artificielle, c'est pas que du texte génératif. C'est pas que ça. Non, alors on connaît l'intelligence artificielle en premier au travers de l'IA générative, dont la principale fonction, c'est de générer du contenu, ce contenu pouvant être du texte simple, du texte formaté, mais également des images, des vidéos, du code, en réponse à des requêtes qu'on appelle prompts, effectuées par l'utilisateur. Mais il existe, et récemment ça commence à avoir un grand succès, l'IA agentique, qui au contraire est là pour agir de manière la plus autonome possible et de prendre des décisions plus ou moins complexes en fonction du contexte de ce qui lui a été demandé, avec le moins d'interaction possible de l'utilisateur. L'IA agentique, effectivement, c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en 2 mots ce que c'est? Ça concerne différents agents qui seront un peu des personas dans le monde de l'intelligence artificielle? Donc ce sont des agents qui contextuellement, en fonction de ce qu'il se passe, vont être capables de traiter, comme tout automate, une requête venant d'un outil externe, venant dans le monde des communications, d'un CRM, venant d'une analyse de sentiments au cours d'une conversation, qui vont être capables automatiquement d'aller notifier un superviseur pour soit qu'il rentre dans l'appel pour aider l'agent en difficulté dans son interaction avec le client, soit lancer un processus d'ordering d'une commande de manière autonome. La grande difficulté, c'est d'aller maîtriser et d'aller toujours pouvoir garder le contrôle à certaines étapes du processus d'interaction avec le client pour ne pas faire n'importe quoi dans certains domaines. Alors là, vous vouliez réagir, je vois, sur cette intelligence artificielle agentique, mais c'est un peu comme si on avait plusieurs personnes, en fait, plusieurs intelligences artificielles qui vont travailler entre elles, qui vont interagir entre elles. Alors oui, l'IA fédérée, le fait d'avoir plusieurs sources d'apprentissage pour l'IA, en effet, ça permet d'avoir une IA qui est plus performante, qu'on soit sur des questions d'analytics ou sur des questions d'intervention de l'IA en temps réel, par exemple dans le cas d'un centre de contact et pour aider un agent. Je voulais revenir par rapport à votre question.
je pense que, en tout cas, nous, la demande client qu'on a, qui chapeaute toutes les demandes qui en découlent, c'est comment je fais pour que mes employés travaillent sur ce sur quoi ils ont de la valeur ajoutée. Et donc, tout ce qui peut les aider à gagner du temps, à être plus performants sur le quotidien, donc résumer des réunions avec des clients, résumer des réunions en interne, en sortir les next steps, que l'IA propose des next steps en fonction de l'apprentissage, du processus, etc. de l'entreprise. Voilà, je crois que c'est ça le grand besoin primaire, c'est comment on replace l'humain là où il a vraiment de la valeur ajoutée. Et c'est vraiment comme ça qu'est pensée l'IA dans la plateforme Zoom, qui est vraiment au cœur et qui n'est pas en plus, mais qui est en plus des solutions, qui n'est pas à côté des solutions, mais qui est intégrée à chaque étape. Encore une fois, pour des interactions et pour un usage en direct, quand on est en train de faire l'activité, un call, un meeting, un agent qui est en call center avec un client. Voilà, et pour l'analytics ensuite. Voilà. Anan, il y a une question que je me pose toujours. Comment on fait pour aller rencontrer des clients, écouter leurs besoins et en même temps leur proposer des solutions, sachant qu'il faut connaître ce qui est possible, quelles sont les solutions existantes et peut-être les innovations existantes qui vont changer, qui vont faire évoluer les métiers et donc qui ne vont pas pouvoir être nécessairement exprimés par les métiers puisqu'ils ne savent pas ce qui est possible. Comment est-ce qu'on fait la relation un peu entre ces deux aspects ? C'est une très bonne question. C'est exactement le métier qu'on fait. C'est vraiment être capable d'avoir un regard très en avance et très critique sur à la fois la technologie d'aujourd'hui, la technologie de demain, et puis au regard des besoins du client et de ses vraiment besoins en profond. Ça veut dire pas je veux mettre un chatbot sur mon site web, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup trop de volume d'appels sur mon site web et des appels qui peuvent être traités en self-care. Vous voyez, c'est vraiment le besoin latent qui est important. À ce moment-là, on dit au client, bah voilà, par rapport à votre besoin, il y a ce type de solution qui existe, il y a ça, ça et ça. Il y a des solutions de marché, il y a des solutions que vous pouvez construire vous-même, avec les avantages et les inconvénients, parfois des logiques de coût, parfois des logiques d'internalisation, parfois des logiques d'intégration avec d'autres outils de l'entreprise. Donc, on est capable de proposer plusieurs solutions, de faire de l'écoute en fait sur le problématique du client. Et derrière, d'être capable de définir quelle est la ou les bonnes solutions à implémenter pour résoudre le problème. Ce que j'aimerais bien aussi rebondir, c'est ce qui a été dit avant, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce qu'on arrive aujourd'hui à une ère avec, ça a été évoqué par Jean-François au début, sur l'agentique, vraiment, de se dire, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'IA, ça a été quand même quelque chose qui était presque un processus de niche. Charlotte l'a dit, c'était quelque chose qui était parfois tellement intégré qu'on ne le voyait même pas. Et là, on le voit vraiment partout autour de l'IA générative, l'IA agentique. Et je trouve que c'est une opportunité énorme aujourd'hui pour pouvoir revoir aussi la manière dont l'humain et la technologie travaillent ensemble. On l'a vu, moi j'aime bien, parce qu'on a donné une définition de l'agentique sur laquelle je suis complètement d'accord. Moi j'aime bien la qualifier aujourd'hui dans son essence principale comme une espèce de RPA 2.0, donc une automatisation vraiment 2.0 dans laquelle on donne, en plus de la capacité d'automatiser les tâches, à la tâche elle-même de réfléchir et d'avoir une espèce de conscience de comment le faire pour éviter les erreurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, il y a cette capacité en fait, de l'IA qui aujourd'hui s'intègre dans les différents logiciels, s'intègre dans les différentes solutions, eh bien, demain est au cœur de beaucoup de problématiques que les clients ont. Et donc, quelque part, je rejoins ce qui a été dit, c'est le sujet du moment et c'est peut-être le sujet qu'on va le plus entendre sur l'année 2025. Olivier, dans l'intelligence artificielle agentique, ça oblige encore plus à classer les données, à les classifier, à les repérer en fonction des différents agents, en fonction des tâches qu'on va pouvoir leur donner. Des fois, des données qui vont être même concurrentes. Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on constate chez nos clients, c'est que l'émergence de l'IA qui déboule dans l'écosystème de manière brutale bouscule beaucoup de choses et met une pression supplémentaire sur l'écosystème data qui était déjà sous pression. Quand je dis sous pression, il y a plusieurs aspects. La première chose, c'est d'arriver à trouver la bonne donnée et la rendre intelligible pour celui qui veut la consommer quand c'est un humain derrière. Et d'avoir, par exemple, être sûr qu'on a la vérité sur cette donnée, donc typiquement une donnée client qui va avoir une vérité dans un CRM, une autre dans un service type call center et encore une autre dans le système financier type qui est basé sur SAP. D'accord ?
Donc, il faut arriver à unifier cette donnée-là et ça, l'IA met une pression supplémentaire sur ces contraintes-là. Ça c'est des contraintes qu'on avait dans toutes les bases de données. C'est l'intégrité, c'est-à-dire le fait que les données soient uniques. À partir du moment où elle est multiple, on ne sait pas laquelle est la bonne. Absolument, et donc il y a un vrai enjeu qui existait avant, mais qui est renforcé avec l'IA d'avoir la bonne donnée unifiée, qui reste un petit peu le Graal, hein, la fameuse vue 360 du client, du fournisseur, etc. Et donc il faut pouvoir gérer, donc on parle de data management, enfin de gestion de la donnée, il faut pouvoir la gérer de manière intelligible. Il y a une question que je me pose souvent concernant l'intelligence artificielle, notamment en ce qui concerne le texte. Il paraît que déjà aujourd'hui, il y a plus de 50% des données qui entrent dans l'intelligence artificielle qui proviennent déjà de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas aboutir à une donnée qui va se banaliser, qui va devenir de moins en moins utile, efficace, nouvelle, innovante? Alors, c'est un point intéressant, effectivement. Et quand on parle d'innovation, de création, on va trouver les mêmes problématiques. Hein, aujourd'hui, il y a des choses bluffantes qui sont générées par l'IA, mais qui s'appuient sur des choses existantes. Donc la vraie innovation, la vraie création n'est pas encore vraiment couverte, je pense, aujourd'hui. Ce qui est important dans la data pour l'IA, c'est ce que il y a les données, on va dire, publiques qui entraînent la plupart des modèles, et il y a les données de l'entreprise, qui, elles, sont finalement les assets, hein, de l'organisation. Et c'est là-dessus qu'il y a le plus de travail pour, on va dire, les valoriser. Enfin, il faut bien les gérer pour les valoriser. Et c'est ça qui fera la différence pour une organisation, pour augmenter l'IA qui est, on va dire, commune et qui est fournie un peu par tout le monde, avec leurs propres assets. Il faut avoir la bonne donnée dans l'intelligence artificielle, puis il faut aussi l'avoir au bon moment. Là, c'est vrai que ce sont principalement des problèmes informatiques qui sont soulevés, mais c'est aussi quelque chose de fondamental. On demande aujourd'hui à l'intelligence artificielle d'aller très vite et donc d'être disponible quasi instantanément. Tout à fait. Et là, ça met encore une fois l'accent sur une problématique aujourd'hui des écosystèmes data qui sont basés sur la réplication massive. D'accord ? J'ai besoin de données, donc je vais faire des extracts et je vais répliquer ça dans une nouvelle base de données, dans un nouveau cloud, etc. Ce qui veut dire qu'il y a de la latence, c'est-à-dire le temps de faire ces extracts, de répliquer physiquement ces données, ça prend du temps. Et donc la donnée n'est plus vraiment fraîche au moment où on veut y accéder. Et ça pose aussi des problèmes de time to market, c'est-à-dire effectivement, il faut la donner le plus vite possible. Et donc attendre qu'on fasse ces réplications, c'est plus trop tenable. C'était déjà, on arrivait un peu aux limites de ce système-là avant l'IA, mais là c'est encore plus vrai, quoi. Jean-François, la donnée, c'est vrai qu'on la veut intègre, de bonne qualité, on la veut rapidement, mais on la veut aussi beaucoup sur son mobile aujourd'hui. Donc c'est encore un problème supplémentaire sur lequel vous travaillez pas mal, je crois. Oui, alors là, vous touchez à un sujet très excitant pour nous, hein, l'usage des nouvelles technologies qui existent dans un mobile. Nous sommes persuadés que le mobile, nos smartphones vont être les équipements qui vont permettre d'accélérer l'adoption de l'IA pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ils ont une performance extraordinaire à nos jours. De plus en plus de nouveaux smartphones vont intégrer des puces pour traiter de l'IA localement. Et donc, on commence à parler d'IA hybride. Suivant certains usages, vous allez utiliser des services d'IA dans le cloud. Et lorsque vous aurez vraiment des besoins de real-time et de confidentialité des données pour que le traitement soit fait dans votre mobile et n'aille pas ailleurs, vous allez utiliser les puces locales et les capacités du mobile. En plus de cela, votre mobile a un nombre énorme de capteurs. Donc, il va pouvoir utiliser et vous fournir de l'information basée sur de l'IA contextuelle à ce que vous êtes en train de faire, à ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est révolutionnaire.
Donc l'IA va pouvoir répondre à des questions qu'on ne se pose pas encore, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et de toute façon, les usages vont naître des utilisateurs en fonction des différents cas qu'ils vont rencontrer dans telle ou telle situation. Charlotte, comment vous faites évoluer, vous, ces usages un peu Juste, pardon, se rebondir sur l'IA va répondre à des questions qu'on ne se pose pas encore. C'est typiquement le cas de l'usage de l'IA dans les contact centers pour les agents. C'est de leur proposer, de leur suggérer des réponses, des interactions avec la personne avec qui ils sont en ligne, soit par la voix, soit par la vidéo, avant que l'agent n'y pense. Hein. Donc on est complètement dans ça. Votre question, c'était comment on fait... Non, mais pour continuer un Oui. instant sur ce que vous dites qui est intéressant, ça veut dire que par exemple dans un contact center, on peut avoir une supervision faite par l'intelligence artificielle qui va proposer à quelqu'un au téléphone d'aborder tel ou tel type de sujet qu'il n'a pas encore abordé ou qu'il aurait oublié ou qu'il va oublier d'aborder. Absolument. En temps réel, c'est un peu ça. Absolument. On peut tout à fait imaginer qu'en fonction de l'analyse du comportement du client ou de la personne que l'agent a en face de lui, l'intelligence artificielle interprète que peut-être il y a une possibilité de vendre un module en plus, ou peut-être, voilà, on peut aborder un autre sujet, bien sûr. Et ma question était de savoir comment, chez Zoom, vous faites un petit peu évoluer vos outils en fonction des demandes clients et en fonction de l'intelligence artificielle, en fonction des demandes et puis de ce qui est existant en termes de technologie. Alors, ce qui est existant en termes de technologie, donc Zoom a sa propre IA, mais on travaille bien sûr avec OpenAI et les autres solutions du marché hein, pour avoir une IA qui soit la plus complète, la plus responsive possible. Et pour nos revendeurs, c'est intéressant de savoir que vraiment l'IA est au cœur de chacune des solutions qui font la plateforme et qui permet donc, d'ailleurs, on parlait d'aller collecter et analyser la donnée partout où elle est. Donc évidemment, au sein de la plateforme et dans les différentes solutions, toutes ces informations sont collectées, analysées par l'IA. L'évolution de l'usage, il est à tous les niveaux, dans les niveaux qui sont évidemment visibles et demandés par nos clients, nos utilisateurs. Donc là, on est dans le cadre de l'analyse en temps réel d'une réunion, d'un meeting, d'un webinar, etc. On a parlé dans le cadre du contact center ou de la téléphonie, mais c'est aussi dans des usages technologiques qui sont invisibles, si je puis dire, par l'utilisateur, comme l'adaptation et de l'audio, de la vidéo pour avoir la meilleure qualité possible en fonction du contexte, etc. Tout ça, c'est géré aussi par des algorithmes IA. À titre indicatif, chez Zoom, il y a combien de personnes dans les centres de recherche? À peu près, ça représente... Je dirais 50% de l'effectif, donc 4 ou 5 000 personnes, c'est énorme. Et vraiment, tout l'ensemble de notre recherche et développement est centré sur l'IA. Anan, tout ça, ça fait beaucoup de choses, mais pour essayer de le ramener un petit peu, nous, à la distribution, aux revendeurs, comment est-ce qu'on fait pour vendre de l'IA? Vendre de l'IA, c'est vendre du logiciel? Non, vendre de l'IA, c'est vendre des solutions. C'est pas forcément vendre des logiciels. Et c'est là où il faut être malin, je pense, et de se dire, l'IA, c'est une capacité d'augmentation. C'est une manière de répondre à des problématiques qu'on avait déjà identifiées, ou comme l'a dit Charlotte, que parfois on n'a même pas identifiées. Et donc, je pense que ce qui est très important, c'est de se dire, il ne faut pas superposer l'IA et superposer les logiciels sur les problématiques des clients, mais il faut les intégrer complètement. Et donc, pour moi, le succès d'un logiciel dans une problématique client, c'est le fait que le logiciel vienne vraiment en écoute de la problématique. Donc, je reprends encore une fois l'exemple du call center parce que c'est extrêmement parlant. Quand un agent, par exemple, est en train d'utiliser un logiciel de call center et que ce logiciel, comme disait Charlotte sur Zoom, il va proposer à l'agent en fait de dire ah tu sais quoi le client en fait la dernière fois il avait appelé pour ça et pour ça et là il a l'air quand même vachement enclin à augmenter son forfait, propose une augmentation ou passage du forfait d'au-dessus. Ça c'est véritablement un logiciel qui quelque part non seulement répond à la problématique de juste connecter le client et l'opérateur, mais aussi d'aider l'opérateur à mieux réagir. Et donc je pense que l'IA dans le logiciel demain ça doit être aussi de se dire comment j'arrive à ce que le logiciel puisse être un peu dans la prise d'initiative, être aussi dans la suggestion, être vraiment dans à la fois l'augmentation de l'utilisateur et l'automatisation des tâches à faible valeur pour l'utilisateur. Et je pense que dès que l'IA est intégrée avec cette optique-là et de manière complètement transparente pour l'utilisateur,
eh bien là, on arrive véritablement à vendre de l'IA en tant que logiciel, parce que quelque part, on ne vend pas l'IA, on vend ce qu'elle permet de faire. On dit souvent que l'intelligence artificielle, il ne faut pas la mettre en concurrence de l'humain, il faut plutôt la mettre en complément, hein. C'est Exactement. ce que j'entends dans ce que tu dis. Exactement. C'est-à-dire vraiment, il faut la positionner à deux niveaux. Il faut la positionner en tant qu'augmentation de l'humain, comme une espèce d'exosquelette, hein, quelque part, mais plutôt intellectuel, qui va du coup déclencher des idées, qui va faire des suggestions, qui va potentiellement aller plus vite. On parlait de l'intelligence artificielle générative au début avec le texte, mais par exemple, juste une IA qui, dans ma boîte mail, rédige mes mails automatiquement, corrige mes fautes d'orthographe, tout ça, ce sont des petites choses comme ça, mais bim, bout à bout, font de la productivité. Et puis, on a l'IA qui est plutôt, non pas augmentante, mais plutôt qui automatise. Et donc là, par exemple, c'est à la fin d'un appel, l'IA écoute l'appel, fait un résumé de l'appel, le met dans la base de données en disant voilà, le client un tel a appelé à telle heure, la problématique c'était ça, on lui a suggéré ça, ça et ça. Il a accepté la suggestion, il a même augmenté son forfait de X euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque part cette tâche-là devait être faite. Aujourd'hui, elle est faite automatiquement par l'IA. Donc il y a vraiment ces deux volets-là, l'augmentation et puis derrière l'automatisation des tâches qui sont en théorie à forte valeur pour l'entreprise, mais à faible valeur pour l'humain. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Hanan. J'adore l'image de l'exosquelette, je la reprendrai. Mais je crois que la clé, vraiment, je pense que c'est important qu'on insiste sur ça, et en tout cas chez Zoom, c'est comme ça qu'on développe nos solutions. La clé, c'est l'intégration. Il ne faut pas que pour utiliser l'IA, on sorte du processus dans lequel on est, qu'on soit dans une conversation téléphonique, qu'on soit dans un centre de contact, qu'on soit dans une réunion, quoi qu'on soit en train de faire. Il faut que ce soit intégré et que ça apporte de la valeur ajoutée sans que ce soit une contrainte ou une étape additionnelle. Donc je voulais vraiment appuyer cette notion d'intégration. Ce que vous disiez souvent, Jean-François, c'est aujourd'hui, il s'agit d'apporter des services supplémentaires. C'est vraiment d'apporter quelque chose en plus. L'IA, c'est un petit truc en plus. Absolument. Et les services supplémentaires sont à forte valeur ajoutée avec très peu d'efforts. Donc, dans notre métier, dans la communication unifiée, je vais vous citer quelques exemples. Lorsqu'on parle, la première chose à faire, c'est d'être capable de transcripter. Donc, transcripter soit des messages qui auraient été des messages vocaux laissés dans notre messagerie vocale, du recording qui a été fait, ou transcripter une conversation en live, pour une simple raison, c'est que les services offerts par une transcription sont gigantesques. Imaginez une recherche de keywords, de mots-clés dans une conversation, et plutôt que d'aller écouter un message qui dure 2 minutes ou 3 minutes alors qu'on est nous-mêmes en réunion, il est très simple d'aller taper les mots-clés. Montre-moi la période où mon nom a été prononcé, où ce mot-clé a été prononcé. Donc la valeur d'une simple tâche, la transcription, a un effet énorme sur l'amélioration de l'interaction avec ses clients et donc la productivité dans l'entreprise. J'avais l'impression que la voix était un peu en perte de vitesse, mais on a aujourd'hui, avec ce type d'outil, ça va peut-être redonner quelque chose, une valeur à la voix qui... Alors nous, on est des amoureux de la voix depuis très longtemps, c'est notre cœur de métier. La voix et l'IA, c'est le duo idéal. Et je dirais presque que la voix est l'avenir de l'IA, en tout cas dans notre domaine. Il n'y a rien de plus intuitif et rapide que d'interagir avec une personne ou interagir avec un système avec la voix. Le meilleur exemple, c'est qu'on est tous et toutes accros un peu à nos assistants personnels et les interactions se font via la voix dans les deux sens. Charlotte, un peu dans cette logique, on a eu l'impression, après la période Covid, qu'on était sursaturé avec les calls, avec les webconférences. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec ce type d'outils, on peut être plus chirurgical, faire des réunions peut-être plus efficaces, avec des comptes rendus écrits, les transmettre à des personnes qui n'étaient pas présentes ou pas l'année. C'est un fonctionnement différent qui est en train de se créer. C'est un fonctionnement différent qui est en train de se créer. L'IA, évidemment, aide à ça en faisant par exemple, vous mentionniez les réunions, des comptes rendus de réunions intelligents avec des next steps identifiés pour chaque personne. Et donc, ça facilite évidemment le partage avec les gens qui n'étaient pas là également. Je crois que ce mode de fonctionnement et ce travail hybride a encore tout l'avenir devant soi. Ouais.
Olivier, on ne peut pas parler d'IA sans parler de gouvernance, notamment par rapport à la donnée, et sans parler des impacts humains. Parce que quand on parle d'IA, on a tout de suite l'impression que ça va supprimer beaucoup d'emplois dans beaucoup de domaines. C'est vrai et c'est faux, bien sûr, mais quel est votre point de vue de cette relation de l'IA avec la gouvernance et avec les ressources humaines, je dirais? C'est un vrai sujet, effectivement. Je pense que on en a parlé déjà, on a levé le point que on parle d'augmentation, d'amélioration, enfin d'augmentation de process existants, de systèmes existants. Et donc nous, on s'inscrit dans cette démarche-là. Donc c'est comment rendre plus facile le travail. Typiquement, un analyse qui a besoin d'accéder à des données pour faire du reporting financier. Là où avant, il devait faire appel à son IT qui devait lui générer les données et ça prenait du temps avant de pouvoir lui envoyer et pour qu'il puisse faire son rapport. Là aujourd'hui, on est capable de parler à sa donnée, donc c'est-à-dire en langage naturel pouvoir interroger sa donnée. Donc là, ça rejoint le sujet sur la voix qui a encore de l'avenir. Et donc là, le sujet, c'est l'intelligence artificielle qui va aider à traduire et accéder à ces données en temps réel et dans le bon langage, le langage de monsieur tout le monde. Donc, et concernant les impacts sociaux ou les licenciements ou les ressources humaines qui seraient impactées, quelles seraient les meilleures choses à faire? On dit souvent qu'il faut se former. De toute façon, l'IA, c'est un train qui passe. Il faut monter dans le train, il faut se former, il faut tous les jours Faut être du bon côté, effectivement. voilà, essayer d'appréhender. Et l'IA, en fait, ça impacte trois grands domaines. Ça impacte les données, ça impacte l'informatique et ça impacte tout le monde de l'algorithmique et des mathématiques. Donc il faut se former dans un de ces trois domaines. Je pense qu'il n'y a pas que ces domaines-là qui sont intéressants pour se former. Je vais prendre un peu l'exemple de la révolution industrielle qu'on a connue avec les usines parce que quelque part l'IA est au col blanc ce que la révolution industrielle a été au col bleu. Ça veut dire une capacité d'un seul coup impressionnante où je pense qu'il y a quelque chose que m'a dit mon père que je trouve très marrant. Il m'a dit quand je vois l'IA, jamais j'aurais pensé qu'on allait refondre le métier de comptable avant le métier de boulanger. Il m'a dit c'est vrai qu'aujourd'hui le métier de boulanger n'évolue pas, en tout cas avec l'IA, très peu. Par contre le métier de comptable, le métier de financier évolue beaucoup. Je pense que ce qu'il est important de garder en tête, c'est qu'avec la révolution industrielle, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, on a eu moins de personnes sur la chaîne de montage, mais on a eu beaucoup plus de personnes qui ont commencé à travailler sur, quelque part, la réflexion de comment on optimise la chaîne de montage, la réflexion de comment on supervise la chaîne de montage pour s'assurer que ce qui sort de la chaîne de montage est de bonne qualité, comment on construit des machines qui permettent d'automatiser la chaîne de montage. Donc, en fait, les métiers évoluent. C'est-à-dire, le nombre de demandes en termes de personnes va continuer d'augmenter, mais c'est juste sur des usages différents. Et je pense que par rapport à l'évolution industrielle, où on a eu quand même, ça a été fait dans la douleur, on est dans une époque où on peut se former plus facilement, où on peut aussi anticiper plus facilement, et on est dans un monde social qui est quand même plus évolué. Et je pense qu'il faut se dire qu'on va avoir, entre guillemets, besoin de moins de maçons et de beaucoup plus d'ingénieurs du bâtiment et d'architectes. Et ça veut dire qu'on va rebasculer la force humaine sur des tâches de conception, de réflexion et d'identification en fait, et de supervision. C'est ça vraiment le point important. Et donc, encore une fois, je reviens sur le call center parce qu'on en parle depuis tout à l'heure et donc je vais filer la métaphore. Mais dans le call center aujourd'hui, lorsqu'on met de l'IA en place, eh bien, on va avoir moins de monde qui va avoir besoin de répondre au téléphone parce que l'IA permet d'aller plus vite. Mais on va avoir besoin de plus de monde qui va devoir, en bout de process, s'assurer que l'IA a répondu correctement, analyser les conversations avec l'IA et de voir que quand ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché et améliorer l'IA en conséquence, etc., etc. Donc, vous voyez, en fait, quelque part, l'IA ne vient pas juste supprimer des postes et c'est tout. Elle vient en créer sur des choses qui sont connexes à son activité et puis aussi également sur de la valeur nouvelle qui arrive avec l'IA et qu'on n'a peut-être pas encore identifiée. Et comme toute révolution, en fait, elle crée aussi à un moment donné de nouveaux usages et de nouveaux besoins. J'entends bien la valeur ajoutée. J'entends bien aussi ce que vous disiez tout à l'heure concernant la nécessité de travailler en écosystème. L'IA, ce n'est pas quelqu'un tout seul qui l'a fait, mais c'est toute une suite logique du matériel, des logiciels, des données. Mais quel type de conseils on pourrait donner à des acteurs de la distribution
surtout de votre part, qui vendait déjà de l'IA dans les entreprises, pour qu'ils puissent essayer de construire des offres pour les proposer à leurs clients en intégrant de l'intelligence artificielle. Comment aborder ce problème? Alors, j'ai bien compris en regardant les métiers et en essayant de voir où il y a des process d'optimisation, en se formant d'un autre côté sur des outils existants, mais comment essayer au mieux et le plus rapidement possible de l'intégrer dans des propositions commerciales? C'est une très bonne question. Je pense que, évidemment, on l'a évoqué déjà, c'est l'idée de se dire comment l'IA peut répondre aux problématiques. Ça, c'est un premier point. Mais ce qu'il faut être conscient aussi, c'est que l'IA, c'est pas juste une installation. Voilà, j'installe le logiciel, après ça fonctionne. On vient de le dire, c'est un cycle. En fait, quand on l'installe, l'IA doit évoluer. Et donc, on doit également calibrer l'IA au début, la suivre en ses premiers pas, un peu comme un enfant, en fait, et s'assurer qu'elle grandit dans la bonne direction, qu'elle évolue dans la bonne direction. Et donc, il y a beaucoup d'offres de services qui vont se créer, non pas au moment de la vente du logiciel, mais au moment, en fait, de le cycle de vie du logiciel. Ça veut dire que ce que l'IA a apporté de différenciant par rapport à l'IT ou le software avant l'IA, c'est que dans un software, vous mettez A, vous réceptionnez B, et c'est extrêmement linéaire. Ça veut dire un fichier Excel, je dis 1 plus 1, il va me dire 2. Avec l'IA, on a donné la capacité à la machine et au software d'intégrer une logique de probabilisme. Donc c'est la probabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas certain. Et comme c'est incertain, ça crée de l'incertitude. Et cette incertitude-là, il faut la contrôler. Et donc, pour contrôler cette incertitude, eh bien, il y a toute une panoplie de services qu'on voit de plus en plus arriver sur le software. Et avec l'ère de l'IA générative et l'ère des agents, etc., eh bien, en plus de ça, non seulement il y a une incertitude, mais en plus de ça, cette incertitude, on la met aux mains de systèmes d'IA. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a même plus le contrôle direct sur le processus. En fait, c'est l'IA qui a le contrôle. Donc, ce besoin, quelque part, de supervision et de processus a posteriori de la solution, ils deviennent encore plus gros. Et donc, je pense que quand on est aujourd'hui un éditeur de logiciels et qu'on est un revendeur de logiciels et qu'on travaille sur ces technologies-là, il est très important évidemment de les intégrer. Et comme l'a dit Charlotte, comme l'a dit Jean-François tout à l'heure, de les intégrer intelligemment dans le processus pour que ce soit seamless, pour que ce soit, on s'en rend même pas compte en fait. C'est ça qui est important. Mais également s'assurer absolument que sa solution va pouvoir en fait être pilotée dans le temps et évoluer dans le temps. Ce que j'entends, c'est qu'à partir du moment où on a vendu de l'intelligence artificielle dans une société, il y a un besoin d'accompagnement ensuite qui va être quasi permanent. Olivier, c'est un peu le cas sur la data. Lorsqu'on vend des systèmes de data, ensuite il y a besoin d'un accompagnement permanent pour les sauvegarder, pour les optimiser. Pour les data, c'est une donnée mobile qui ont besoin en permanence qu'on s'occupe d'elles, ces données. Alors justement, l'intelligence artificielle permet de faciliter ça et d'automatiser cette gestion. Donc, ce qui était fait peut-être manuellement ou à fort coût, on va dire, humain et d'intégration peut être facilité. Donc, mais clairement, il y a vraiment un point d'attention important sur la data quand on veut faire de l'IA. Et ça fera partie peut-être de ma conclusion tout à l'heure. Qu'est-ce qui est nécessaire? Quelle est notre recommandation sur le pan data pour que l'IA soit successful sur la durée? Charlotte, je continue dans ma même logique de question. Comment on peut faire du business avec Zoom aujourd'hui et l'intelligence artificielle? Comment aborder le problème? Pour nos revendeurs, alors, on a plusieurs types de partenaires. Pour nos partenaires revendeurs, l'important à savoir, c'est tout ce qu'on a dit, que l'IA est partout dans chaque solution. C'est très intéressant pour nos partenaires revendeurs qui revendent d'autres solutions qui sont interopérables avec Zoom, de faire travailler cette IA ensemble. Partenaire développeur, donc qui peut intégrer Zoom dans un contexte de développement. Alors, j'allais y venir, pour nos partenaires technologiques qui peuvent ajouter une couche d'intégration entre différentes solutions, entre les IA de différentes solutions, pour faire pour proposer à leurs clients une source inépuisable de données et de réflexion et d'usage pour améliorer la productivité de leurs clients finaux. Jean-François, la vente de systèmes en marque blanche, ça veut dire que c'est un peu plus facile à intégrer pour un revendeur, un distributeur, et aller proposer ensuite ça à son client avec son nom? Avec sa propre marque et sa propre... Oui, exactement. Alors, l'intérêt de revendre sous notre modèle, c'est qu'une fois que l'intégration avec une ou plusieurs IA est effectuée de notre côté, nos partenaires vont pouvoir inventer soit eux-mêmes, soit
aider de leurs clients, les entreprises, hein, les clients finaux, des cas d'usage. Des cas d'usage dont nous n'avons même pas l'idée, puisque ces cas d'usage viendront des verticaux et de la connaissance des métiers. Donc, on ouvre une porte vers un nouvel écosystème où soit nos partenaires, les fournisseurs de services et intégrateurs, soit même les clients finaux vont pouvoir rajouter des services au-dessus de nos intégrations. Et donc, on va entrer dans le monde du low-code, no-code, de l'utilisation de l'IA. Mais ça, c'est une autre histoire. L'idée avec cette table ronde, ce n'était pas de faire quelque chose d'exhaustif concernant l'intelligence artificielle, c'était d'essayer de découvrir, de donner des idées, partager quelques réflexions avec nos experts. J'ai deux nouvelles à ce stade. Une mauvaise, c'est que le temps passe vite et que notre table ronde va bientôt être terminée. Et une bonne, c'est que pendant quelques instants, ils vont rester en bas et vous pourrez leur poser quelques questions si vous le souhaitez. Avant de terminer, j'aimerais que chacun d'entre vous me donniez quelques mots de conclusion, peut-être sous la forme de conseils pour évoluer dans ce monde qui va être nécessairement d'intelligence artificielle. Jean-François, puisque tu avais la parole, quelle serait ta conclusion aujourd'hui? Alors, ma conclusion, c'est le fait que oui, il faut privilégier la curiosité à la peur pour maîtriser une nouvelle technologie. Et deux, il faut écouter les questions, toutes les questions qui se posent autour de nous, que l'on nous pose, pour inventer des nouveaux cas d'usage. Nous allons nous nourrir de cas d'usage pour aller faire du proof of concept de ce qui est une bonne utilisation de l'IA. Et de manière la plus humble possible. Charlotte, en conclusion, se nourrir de cas d'usage? Oui, bien sûr. Et les cas d'usage, ils sont infinis. Ils viennent de nos partenaires, des clients finaux. Pour conclure, je dirais que l'IA, ça doit être ni un luxe ni une contrainte. Donc, ni un luxe parce qu'elle doit être intégrée partout. Chez Zoom, en tout cas, elle l'est sans surcoût. Et ni une contrainte, puisqu'on a parlé beaucoup d'intégration. Et voilà, l'important, pour les revendeurs, c'est de proposer des solutions au sein desquelles l'IA est intégrée partout et va rendre justement toute sa place à l'humain là où il a de la valeur ajoutée. Rendre la place à l'humain. Olivier, concernant l'IA et la data, un mot de conclusion? Oui, alors l'IA, c'est à la fois une opportunité fantastique, mais c'est également des risques. Donc et ça bouscule un peu tout le monde. Donc dans l'écosystème technologique et des revendeurs en particulier présents ici, je pense qu'il faut savoir se remettre un petit peu en question et repenser la façon de faire les choses. Donc notre recommandation, c'est voilà, sur tout le pan de data, c'est au-delà des infrastructures de stockage, on va dire traditionnelles, etc. Il faut penser dans l'architecture à mettre les bons ingrédients. Donc, le nôtre par exemple, mais on n'est pas les seuls, mais pour faire les choses différemment et pouvoir en même temps que dans la solution et dans cette démarche d'intégration, d'avoir les bons ingrédients pour faciliter tout ça. Et ça peut devenir un différenciateur et ça permet à vos clients d'accoster l'IA de manière à réduire le risque et surtout tirer le maximum d'opportunités. La qualité de la data pour la rendre différenciante? Et entre autres, oui. Anan, un mot de conclusion concernant ce que tu penses que tes clients vont te demander demain, maintenant qu'on a parlé un peu plus d'intelligence artificielle? Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. On a parlé des usages, on a parlé de l'intégration, on a parlé des ingrédients pour réussir. Je rajouterai le dernier, je pense, pilier très important de tout ça, c'est la transformation et l'adoption. Derrière l'IA, c'est un moyen. L'IA, c'est une pioche. Mais ça ne permet pas de répondre à la problématique. Il faut vraiment, au plus, l'IA, on l'utilise comme un moyen transparent, intégré, pour faire des usages avec tous les bons ingrédients. Au mieux, ça marchera. Mais par contre, ça ne pourra jamais marcher si derrière les gens ne l'utilisent pas, si derrière les gens ne sont pas conscients de comment ça marche et si les gens aussi n'intègrent pas cette IA-là dans leur workflow. Parce que l'intégration, c'est évidemment IT, mais c'est aussi évidemment dans le quotidien des gens. Et donc, c'est, je pense, très important de se dire, OK, quand l'IA va apporter de la refonte des processus ou va rapporter des nouveautés sur la manière de faire les choses, et bien aussi comment ce processus doit être redéfini pour intégrer l'IA. Et donc, voilà, il y a cette dualité quelque part et je pense que
ce que les clients me demandent aujourd'hui, et ce que les clients continueront à me demander demain, c'est comment aujourd'hui je peux refondre mon processus, retravailler mon processus pour pouvoir justement être plus efficace. Et l'IA n'est qu'une réponse et doit rester une réponse. Jamais l'un sans l'autre. Tout à fait. Merci à tous les quatre. Merci pour le temps passé à la préparation. Et puis merci de votre présence pour cette table ronde donc, qui était dédiée à l'intelligence artificielle, le plateau Talk to Channel, IT Partners 2025. Merci à tous les quatre. Merci. Merci.